ici, c'est le plan de cours que vous devez avoir. Vous avez déjà vu. Là, on va regarder surtout la partie chimie. Oh, fait que je monte en haut. Fait qu'on va faire brièvement, on va regarder brièvement le plan de cours à nouveau, mais c'est surtout pour la partie chimie qui nous intéresse. Fait que, voilà. Oups, attendez. Donc, mon nom est ici. Fait que je suis ici. On va aller juste. Fait que c'est moi qui prends la relève de bio pour les prochaines semaines. Fait qu'on commence la semaine 6 aujourd'hui. Ça fait déjà un tiers de la session qui est passée. Fait que pour les semaines 6 à 15, ben, on va faire de la chimie. Euh, voilà, vous avez mes coordonnées qui sont là. Par la suite, ça, c'est des renseignements généraux que vous avez peut-être vus ou que vous avez peut-être lus. Les objectifs, les deux premières cases qui sont ici, sont des objectifs ici et ici qui correspondent à la chimie. Donc, on va s'intéresser, la chimie, c'est la matière, fait qu'on va s'intéresser au modèle atomique simplifié. En chimie, on parle aussi de mol. On va parler du tableau périodique. Donc, tout ça, là, c'est relié à la chimie. On parle aussi de concentration qu'on va exprimer. Fait que vous avez ici les objectifs ou les éléments de compétence, des critères de performance qu'on devrait avoir pour la chimie. Fait que vous pourrez regarder ceci. Par la suite, ben, vous avez les objectifs qui sont plus terminaux. En ce qui a trait à la chimie, c'est les objectifs 15 à 23. Donc, on revient encore avec le modèle de l'atome, les changements qu'il va y avoir dans la matière, le tableau périodique. On va parler de concentration, on va parler des composés ioniques et moléculaires, les acides, les bases et les sels. Les solutions, donc donner des concentrations aux solutions, comprendre les propriétés ou le pH de ça. Et ensuite, on va terminer la session avec la stoichiométrie, comment faire réagir la matière. Fait que la chimie, c'est l'atome, c'est les mélanges, les solutions, puis les réactions chimiques. Donc là, on commence, comme je mentionnais, le module chimie. J'ai mis sur Léa le document. Fait que ce qu'on va avoir besoin, c'est le document qui se trouve déjà déposé sur Léa. Ce que je vous recommande, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire imprimer. Je vous ai envoyé quelles sont les sections qu'on voit semaine par semaine. Aujourd'hui, il serait bien d'avoir les sections ou les pages 5 à 10. C'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Sinon, vous pouvez garder la version numérique sur votre ordinateur, puis juste prendre un cahier de notes, puis compléter dans un cahier de notes ce qu'on va voir, prendre vos notes personnelles qui sont ici. Disponibilité. Donc, mes disponibilités, si vous allez sur Léa, sur Omnivox, vous allez voir mes disponibilités. Attendez, mes disponibilités, j'ai des disponibilités le lundi de 11h à midi, mais ça, c'est mis sur Léa. Le mardi, je n'en ai pas. Le mercredi, c'est de 9 à 10. Le jeudi, de 13 à 14. Le vendredi, de 13 à 14 heures. Ça, c'est mes disponibilités que j'ai. Cependant, ça, c'est des disponibilités que je peux avoir si jamais on peut se rencontrer via un Zoom, un lien Zoom personnel. Sinon, vous m'envoyez un Mio. Donc, vous me communiquez par Mio. On essaie de répondre ou de régler ça par Mio. Puis, si ça ne marche pas, on ira avec un lien Zoom qui est là. Donc voilà, mais ces disponibilités-là, vous pouvez les prendre en note ou encore si vous allez sur mon horaire, si vous allez sur Omnivox, vous allez voir que mes disponibilités sont affichées également. Ça, c'est mes disponibilités personnelles à moi. J'ai mis aussi sur Léa, il y a un centre d'aide en chimie. Fait qu'il y a un centre d'aide où on offre, des profs offrent des disponibilités. Fait que vous pourrez avoir des disponibilités, consulter, aller au centre d'aide, mais ça se fait via Zoom. Là, tout est à distance. Fait que ça se fait via Zoom. Mais il y a aussi un centre d'aide que vous pourrez avoir. Là, on est dans la partie évaluation. Dans la partie évaluation, on va regarder la partie plus spécifique à chimie. Il y aura 2 examens. Et voilà, pour l'évaluation en chimie, ce sera 2 examens.
Le premier examen qui va porter sur le chapitre 1 et le début du chapitre 2, 16%, il va se donner au début novembre. Puis l'autre, ben, c'est un examen final, récapitulatif, qui va se donner dans la semaine d'examen. Donc, vous serez évalué 2 fois par 2 examens qui vont être donnés dans le cadre du cours de chimie. C'est ce qui est un peu différent de la première version du plan de cours, c'est qu'on va avoir 2 examens pour le module chimie. Là, ici, à la fin, vous avez des règles, les résumés des règles départementales. Comme il y a 3 départements qui donnent ce cours-là, vous avez les règles ou les résumés, le résumé des règles de chaque département, département de physique, département de bio, et finalement, on arrive au département de chimie. Donc là, c'est les règles d'évaluation des apprentissages. Comment en chimie on évalue les apprentissages ou quelles sont les règles qu'on est tenu. Fait que c'est bien plate à lire, on ne lira pas ça. Je vais juste sortir quelques points. La présence sous cours théorique est fortement recommandée. C'est à distance. Donc, il y aura parfois des Zooms en direct comme ça. Parfois, ce sera des asynchrones. Fait que voilà. Mais quand c'est des Zooms, je vous recommande vraiment d'être là. Puis finalement, en cas d'évaluation différée, donc juste un dernier point, évaluation différée, ben, si vous n'êtes pas là pour un examen, la note est 0, à moins d'avoir une absence qui est très, 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 très motivée. Donc, si l'absence est très justifiée, vous aurez le droit à un examen différé, mais il faudra voir quelle est la date pour cela. Plagiat, faites attention, plagiat, quand on copie, la note de 0 est attribuée pour l'examen. Si c'est une deuxième fois, c'est 0 pour le cours. Là, ici, vous avez le contenu ou la programmation spécifique pour physique sur les 15 semaines. Vous aviez la programmation pour bio sur les 5 premières semaines. Puis là, ben, on arrive au module chimie. Fait que dans le module chimie, ben, on prend la relève de bio pour les semaines 6 à 15. Donc, on est dans la semaine 6. Puis là, ben, le chapitre 1, puis là, ben, je vous donnerai une programmation un peu plus détaillée que je mettrai sur Léa. Pour la semaine 1, ben, vous avez un peu notre objectif. Donc, cette semaine, c'est de voir les sections 1.1, 1.2, 1.3. Le chapitre 1, au total, durera sur 8 heures. Donc, on devrait travailler 3 semaines sur le chapitre 1. Puis voilà, fait que vous avez pour chaque semaine les objectifs ou les sections qui seront vues. Puis vous avez aussi les objectifs qui sont plus spécifiques. Là, cette semaine, ça va être le modèle de l'atome, les numéros atomiques, les isotopes. Donc, c'est ça qu'on va voir ici pour cette semaine. Fait que vous avez une programmation qui est plus détaillée à la page 16 de votre plan de cours. C'est bon? Là, ben, vous avez où sont placées les évaluations. Donc, il y a un examen 1 qui va avoir lieu ici, après la section 2.1, puis un examen final qui va avoir lieu dans la semaine d'examen qui est ici. C'est beau? Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Oui, non? Tout va bien? OK. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est qu'on regarde votre... Ce qu'on va regarder maintenant, c'est... je sais pas. Non. Là, un petit peu, je vais arrêter. Donc, je veux savoir, est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Oui, non, oui. OK. On va regarder maintenant. On va partager à nouveau l'écran. Puis, on va regarder un peu le manuel dans lequel on va travailler. Puis là, je veux savoir, est-ce que vous êtes capable de voir, est-ce que vous voyez sur l'écran le module chimie, là, puis le travail qu'on... Attends pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le cahier? Ouais. OK. Merci, merci, merci. Donc, ça, c'est le manuel avec lequel on va travailler. C'est ce qui a été déposé sur Léa. Comme je te mentionne, vous pouvez, si vous voulez, l'imprimer. C'est à votre choix. Là, je veux juste qu'on regarde un petit peu les éléments de ce manuel-là. Donc, puis là, ben, il y a des pages que vous n'êtes pas obligé d'imprimer. Là. Ça dépend que si vous êtes écologique,
Ça ici, les tables des matières, on n'a pas besoin de la faire imprimer. Là, comme je mentionne, aujourd'hui, notre objectif, ou cette semaine, notre objectif, c'est de voir les sections 1.1, 1.2, 1.3. Donc, modèle atomique, numéro atomique, les isotopes. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. C'est ceci ce qu'on va faire. Puis là, ben, vous avez la table des matières. Puis là, on va regarder dans le manuel, il y a toujours plein d'exercices qui vous sont proposés. Dans les exercices à la fin du chapitre 1, là, j'ai mis à la page 38, ben, c'est les réponses aux exercices qui s'y trouvent. Fait que vous avez toutes les notions qui sont ici. À l'intérieur des sections, il y aura des exercices qui vous seront suggérés. Et à la fin du chapitre, comme par exemple à la page 38, il y aura les réponses aux exercices qui vous sont donnés. Fait que tout le matériel se trouve là-dedans. Là. Fait que là, si on regarde, je vais descendre. Vous avez la table des matières. Puis après ça, on va commencer par le chapitre 1. Donc là, ici, le texte se trouve, c'est un texte à trous qu'on aura à compléter. Fait que c'est ce qu'on va faire pendant le cours, compléter les sections. Et on va donc, vous pouvez, si vous voulez, le lire avant, puis même essayer de le compléter par vous-même. Là, on va voir la section 1, la section 1.1, pardon, 1.2. Là, on va faire des exemples. Ensemble, on va faire des exemples, puis il y aura des exercices qui vous sont proposés. Comme par exemple, il y a l'exercice 1 que vous devrez être capable de faire une fois qu'on va avoir fini la section 1.2. Vous avez des exercices, puis des exemples qu'on fait ensemble, des exercices que vous faites par vous-même. Comme par exemple, là, ici, à la page 10, il y a des exercices. Puis là, ben, si on descend plus bas, à la page 8, vous allez avoir les réponses aux exercices. Je ne suis pas descendue. Vous allez avoir les réponses à ceci. Fait que vous avez les sections, vous avez des exemples qu'on complète ensemble, vous avez des exercices qui s'y trouvent. À la fin du chapitre, ça, c'est les exercices qui vous sont proposés. Je vais juste des exercices de révision et des exercices de révision. Puis par après, ben, vous avez les réponses. Il y a donc pour le chapitre 1, 42 exercices qui vous sont donnés. Puis là, ben, vous avez les réponses à ces exercices-là. Donc, la réponse de l'exercice 1, de l'exercice 2, de l'exercice 3, et ainsi de suite. Fait un chapitre, des exemples, des exercices, et à la fin du chapitre, vous avez les réponses aux exercices. Là, je veux juste aller. Fait qu'on va faire le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Vous avez tout ça. Je suis à la fin du manuel. Et à la fin du manuel, vous avez un tableau périodique. Comme on va avoir besoin de travailler avec les éléments, on aura un tableau périodique. La dernière petite section qui est un annexe, c'est les pages 113, 114 et 115. C'est ce qu'on appelle la boîte à outils. Dans la boîte à outils, je suis ici. Je suis à la page 113, c'est la boîte à outils. C'est comme on va travailler dans un cours de sciences, on aura besoin de certaines notions mathématiques. Puis vous avez la boîte à outils qui est ici pour faire ça. Et je vais juste voir si... non. Vous voyez mon PowerPoint? Oui, non? Faites un pouce. Oui, OK. Donc ça, c'est la boîte à outils. Ici, c'est plus facile à voir. Là. J'ai écrit, bon, vous trouvez ça aux pages 113. Dans la boîte à outils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va c'est juste des notions mathématiques que vous avez peut-être vues en physique, que vous connaissez déjà. Je n'y reviens pas, mais si jamais vous avez besoin, vous irez voir à la fin du manuel. C'est la notation scientifique. Donc, quand on va exprimer des valeurs, ben, les valeurs, si c'est des nombres très grands ou très petits, on va l'exprimer en notation scientifique. Fait une notation scientifique, qu'est-ce que c'est? Une notation scientifique, c'est une valeur numérique. On a une valeur numérique avec un exposant en base 10. Quand on a un nombre très, 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 très grand comme ça, la décimale est ici, la décimale est là, mais on doit tasser la virgule ici pour avoir qu'une valeur numérique avec un chiffre à gauche de la virgule et on va mettre en notation scientifique ceci. Quand
la valeur est très, 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 très grande, on déplace la virgule, on fait des déplacements vers la gauche. Si on déplace vers la gauche, ben, on aura un exposant en base 10 qui est positif. Ici, la virgule qui est sous-entendue là est déplacée de 11 déplacements vers la gauche, ce qui veut donc dire qu'on aura un exposant positif de 10 à la 11. Fait que notation scientifique, c'est une valeur numérique avec une base 10 et un exposant qui est positif si la valeur numérique est très, 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 très grande. Et on peut avoir aussi des petits nombres. Donc, dans le cas des petits nombres, on déplace la virgule vers la droite. Donc là, ici, la virgule est ici. Il faut déplacer la virgule de 7 déplacements vers la droite pour avoir un chiffre à gauche de la virgule. Fait qu'il faut faire ce déplacement-là. Comme on fait 7 déplacements vers la droite, on aura ici un exposant qui est négatif. Quand on déplace vers la droite, ben, l'exposant devient plus petit ou négatif et c'est ce qu'on va avoir. Fait que notation scientifique, on va en avoir besoin. Si vous avez besoin de la boîte à outils, vous pourrez voir là. Mais je pense, puis dites-moi, est-ce que vous avez vu ça, la notation scientifique dans le cours de physique? Oui, non? OK, c'est bon. Fait que notation scientifique, on l'utilisera en chimie aussi. Parfois, on aura besoin de faire des conversions d'unités. Donc, dans les conversions d'unités, c'est des unités de mesure. Fait que comme par exemple, ben, on peut vous donner, on va vous donner une unité de mesure. En chimie, on utilise souvent pour les volumes des millilitres. Puis là, ben, des millis, ça c'est le préfixe. On veut les convertir en litres. Donc, c'est ce qu'on appelle des conversions d'unités de mesure. Pour faire ça, on va utiliser le facteur de conversion ou le facteur de correspondance. La conversion, c'est 1 litre est égal à 1000 millilitres. Donc, on peut dire que 1 litre, c'est l'équivalent de 1000 millilitres. Fait que si on veut faire des facteurs de conversion, on peut utiliser ce facteur-là. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez la valeur ou la donnée qui est en millilitres, on veut la convertir en litres. Donc, notre facteur de conversion d'équivalence est ici. On met au numérateur les unités qu'on veut obtenir et au dénominateur les unités qu'on veut se débarrasser. Fait que les millilitres vont disparaître et finalement, ben, on va pouvoir faire la multiplication. 35 millilitres fois 1 litre qui est l'équivalent de 1000 millilitres. Ça, c'est notre facteur de correspondance ou facteur de conversion. On fait la multiplication. Les millilitres vont se simplifier. Et si on fait 35 fois 1 divisé par 1000, ça va donner ceci en notation scientifique. Fait que voilà pour ça, pour être capable de faire des facteurs des conversions d'unités. Et finalement, dernière notion mathématique qu'on pourrait avoir besoin, c'est isoler une variable. Parfois, on va travailler avec des équations mathématiques, puis il faudra isoler une variable. C'est des outils mathématiques qu'on va avoir besoin, comme par exemple, soit cette équation-là, on écrit notre équation. Ça, c'est une équation qui pourrait ressembler quand on va faire la concentration. La concentration va être égale à N sur V. L'équation de la concentration ressemble un peu à ceci. C'est une division qu'on a à faire. Bon, ben, admettons que la variable qu'on a besoin, c'est la variable B. Il faut l'isoler. Ça veut dire qu'il faut la rendre seule de son côté. Là, si on veut isoler B, B est divisé par C. On veut se débarrasser de C. Fois pour se débarrasser de C, ben, on se dit, bon, ben, puisque c'est au dénominateur, on va multiplier par C et à droite et à gauche. Tout ce qu'on fait, c'est un espèce de plateau. Là. Tout ce qu'on fait d'un côté, si on le fait de la même façon de l'autre côté, ça va s'égaliser. Pour isoler B, il faut se débarrasser de C. Fait qu'on dit, OK, je multiplie par C à droite, je multiplie par C à gauche. Ici, les C vont donc se simplifier, vont disparaître. Et finalement, on se retrouvera juste avec B qui sera isolé. Comment isoler une variable? On vous donne les étapes. Là. On écrit l'équation, on isole ou on identifie la variable qu'on veut isoler. Puis là, ben, on s'organise pour effectuer des opérations qui vont faire en sorte qu'on pourra se débarrasser de ce qui accompagne cette variable-là qu'on veut isoler. Et finalement, on se retrouve avec un B qui est isolé. C'est des notions de mathématiques qu'on va avoir besoin au cours de la session. Notation scientifique, faire des conversions d'unités de mesure et isoler une variable.
C'est bon? Fait que si jamais vous avez besoin de ceci, vous pourrez voir à la fin du manuel, page 113, 114, 115, sont la boîte à outils qui pourra être utilisée pour faire ceci. C'est beau? Madame, Oui, j'ai une question pour les oui, conversions d'unités. oui. Est-ce qu'il va y avoir des conversions d'unités de genre millilitres en décimètres cubes ou quelque chose du genre? Non, ça va être plutôt des millilitres à litres. Ça va être pas mal ceci. De Ok. grammes à kilogrammes, de grammes à milligrammes, ce qui va être les plus standards, là. Donc, ça reste dans la même catégorie. Ça va rester dans les mêmes catégories. Si ça change, vous avertirez, mais de façon générale, on va rester dans les mêmes catégories. C'est bon? Merci. Donc, fait que maintenant, on est prêt à commencer. Fait que là, vous avez votre manuel, vous savez ce qu'on va trouver dans votre manuel, les chapitres, des exercices, des ci, tout ça. Puis on va être prêt à commencer. Fait qu'on va commencer le premier chapitre. Attendez. Donc, le chapitre 1. Dites-moi, est-ce que vous voyez la première page? Oui, 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 vous voyez? C'est bon. Merci. Donc, on commence. Euh, c'est le module de chimie. Et dans le module de chimie, ce qu'on veut vous faire voir, c'est que la chimie, elle est partout. OK? On commence. Bon, ça ici, vous avez la Terre, mais sur la Terre, on trouve plein, plein, plein de matière. Et la chimie, c'est la science qui étudie la matière. Donc là, on est sur la Terre, puis là, ben, il y a de l'eau, il y a des solides, puis là, ben, on est capable d'extraire du bois, de faire ici des substances. Donc là, on a une substance qui est la chaise. Cette chaise-là est formée de molécules. Si on allait voir à une petite échelle, ben, on aurait des molécules de cellulose ou de bois qui est là. Là, ben, quand on regarde la molécule, on peut aller à une échelle encore plus petite. On va rencontrer des atomes. Fait que là, la molécule est faite d'atomes. Puis là, ben, les atomes, si on va à une échelle plus petite, on vous représente un atome qui est là. Un atome, ben, c'est fait d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Bon, là, nous, dans le cadre de ce cours, on va arrêter ici avec la notion d'atome. Mais on pourrait aller voir à une échelle encore plus petite et à une échelle plus petite dans le noyau. Le noyau est fait de protons, de neutrons. Ça, ici, quand on va dans le noyau, c'est ce qu'on appelle la chimie nucléaire. Nous, c'est un cours de chimie générale. Fait qu'on n'ira pas trop jouer dans le noyau. Fait que le noyau est fait de protons et de neutrons. Mais on sait depuis une cinquantaine d'années qu'à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a encore quelque chose de plus petit qui sont les quarks. On est dans une espèce d'ensemble de poupées russes là, qui, à chaque fois, on va de plus en plus petit et on trouve quelque chose de plus en plus petit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des quarks? Non? Donc, à l'intérieur des protons et des neutrons, il y a des particules encore plus petites qui sont des quarks. Puis ça fait depuis 1960 qu'on sait, ça fait depuis 1960 60 ans qu'on sait qu'il y a des quarks. Puis là, maintenant, les quarks, c'est encore plus petit. Puis il y a des charges de couleur. On peut voir le vert, le rouge, le bleu. C'est des charges de couleur. Mais c'est reconnu depuis peu. Pour l'instant, cependant, nous, ce qu'on va voir, c'est que ce qui va nous intéresser dans le chapitre 1, on va parler des atomes. Donc, notre chapitre 1, c'est d'avoir une meilleure compréhension des atomes. Oups. Le chapitre 2, ben, les atomes vont se lier, vont former des composés. Fait que dans le chapitre 2, on va lier les atomes. Dans le chapitre 3, on va parler les molécules ou quand on forme des composés, les composés peuvent se mélanger, ils vont former des solutions. Donc, dans des solutions, ça prend un soluté, un solvant. C'est vraiment un mélange de composés qui va donner des solutions. Et les solutions qu'on va voir sont des solutions aqueuses. L'eau étant la substance la plus abondante sur la Terre, ça va être des solutions qu'on va appeler des solutions aqueuses. Fait que dans les solutions aqueuses, c'est qu'on va prendre des molécules ou des composés et on va les mélanger avec l'eau. Chapitre 3, propriétés des solutions aqueuses. Ces solutions aqueuses-là peuvent être acides, basiques ou neutres, d'où toute la notion de pH. Puis finalement, dans le chapitre 4, ensuite, on va voir, bon, ben maintenant, est-ce qu'on peut faire réagir ces composés-là? Est-ce qu'on peut les transformer? Fait que
La chimie est la science qui étudie la matière et ses transformations. Il faut la comprendre, voir de quoi elle est formée, puis par la suite, ben, on va la transformer dans les réactions chimiques. Fait qu'on commence notre chapitre 1. Donc, dans le chapitre 1, comme je mentionnais, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'atome. L'atome est formé d'un noyau. Le noyau, on retrouve des protons et des neutrons. Donc, le noyau, c'est un peu la chimie nucléaire. Puis, il y a autour du noyau des électrons qui gravitent. Puis, c'est ce qu'on voudra faire dans notre chapitre 1, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ça. Puis, d'être capable pour un atome de donner de quoi est formé le noyau. Puis, qu'est-ce qui l'entoure, ce noyau-là? Là, on vous représente un bel atome. C'est souvent la représentation caractéristique d'un atome, là. On voit le petit noyau qui est au centre, puis on voit les électrons qui gravitent autour. OK. Fait que là, Madame, oui, je ne trouve pas ces pages-là, elles sont où? OK. Ces pages-là, je reviens. Regarde, quand je fais mon PowerPoint, en haut ici, ça indique les pages où on va avoir ça. Mais Ok. là, moi, c'est un PowerPoint qui illustre un peu ce qu'on va faire. Là, dans votre affaire, je peux sortir, là, mais si tu vas à la page 5, tu vas Ouais, voir, on est en train de parler du modèle atomique. C'est bon? Je ne ok. vois pas qui me pose la question. Qui me pose la question? Ah, c'est moi, mais je dois montrer mon visage? Ben oui. Ben Ok, oui, je veux ok, voir ton visage. c'est bon. Et est-ce que ça répond à ta question pour les pages? Ouais, merci. OK. Puisque j'ai envoyé les directives sur Léa qui disaient, ben, on se voit mercredi, on va regarder le plan de cours, on va regarder la présentation où ce qu'on va voir, c'est les pages 5 à 10 du manuel. Fait que notre objectif aujourd'hui, c'est la section 1.1, parler de l'atome, du modèle de l'atome. Puis là, dans notre modèle de l'atome, il y a un noyau, il y a des protons, il y a un noyau des électrons, puis ça, on va être capable de faire ceci. Mais vous pouvez suivre avec les pages qui sont indiquées. OK? Fait que la section 1.1, c'est la section où on va parler du modèle atomique, mais c'est un modèle qui est très, très, très simplifié. Puis là, ben, on part vers les années 1900. Là, ben, ça fait un petit bout de temps, là. Au début des années 1900, on pensait, puis je vais juste l'écrire juste parce que la théorie atomique, c'était la théorie de Dalton. Dalton disait que la matière était faite d'atomes et il disait que les atomes étaient des particules indestructibles et indivisibles. Fait qu'au départ, on partait avec, dans l'histoire ou l'histoire de l'atome, on disait, oups, la matière est faite de particules indivisibles et indestructibles. Et c'est vers les années 1900 que, oups, on s'est aperçu qu'il y avait des petites charges négatives qui sortaient de cette matière-là. Fait que la découverte de l'électron remonte à peu près à 1900 ou vers 1900, et c'est Thomson qui a découvert l'électron. Donc là, on s'est dit, dans la matière, il y a des particules négatives. Si dans la matière, il y a des particules négatives, Thomson nous a donc proposé, comme on n'avait jamais été capable d'isoler des particules positives, Thomson s'est dit, ben, ça va ressembler, le modèle de l'atome que lui nous proposait, c'est une espèce de modèle de pain au raisin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du modèle de l'atome de pain au raisin ou muffin au raisin? Fait que lui, comme il a pu éjecter des charges négatives, parce que là, pour nous, aujourd'hui, c'est évident qu'il y a des charges positives et des charges négatives. On l'accepte depuis longtemps parce que ça fait comme 120 ans qu'on sait que c'est comme ça. Mais à l'époque, des charges négatives, des petites particules de charges négatives qui s'éjectaient, on se disait, comment se fait qu'il y a des charges négatives et que l'atome est neutre au total? C'est qu'il doit y avoir ici une espèce de pâte positive dans lequel baignent des petits raisins négatifs. Fait que sa conception de l'atome, c'était un modèle où on a une espèce de pâte positive. Tout ça ici, c'est positif. Et dans ça, il y a des petites charges négatives qui peuvent être éjectées. Voilà pourquoi on a pu découvrir des charges négatives. Fait que c'était le modèle qu'il proposait vers 1900. Par la suite, on a fait des découvertes, on s'est intéressé. Plus ça va, plus avec le temps, notre instrumentation
où tous les instruments électroniques sont développés. Puis là, ben, on a pu faire d'autres instrumentations, d'autres expériences. Et le modèle qu'on nous propose vers 1910, c'est le modèle de Rutherford. Lui, il a fait des expériences à l'Université McGill à Montréal. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une mince feuille d'or et il l'a bombardée par des particules positives. Bon, là, ça ici, c'est des particules alpha qui étaient positives. Là, il faut tout développer le domaine des radiations, de la radiochimie. Puis là, ben, on a pu détecter que il y avait des particules positives qui pouvaient être isolées. Puis là, ben, il a bombardé des atomes de particules positives. Puis ce qui s'est aperçu, c'est que, oups, les particules positives étaient pour la plupart traversées sans avoir aucune déviation et qu'il y en avait certaines qui rebondissaient comme s'il frappait quelque chose de dur. Fait que ce que lui voulait démontrer par son expérience, c'était que les particules positives ne pouvaient pas être dispersées n'importe comment, mais qu'ils devaient être concentrés dans un centre. Fait que son modèle à lui, c'est de dire, ben, ça invalidait ceci, ça disait non, 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 les particules, il n'y a pas une part positive où le positif est distribué partout, c'est l'atome est presque entièrement fait de vide et il y a un noyau très, très, très petit avec une concentration des particules positives. Fait que ça, c'est sa contribution à ce qu'il a fait. Fait que, puis là, ben, je suis toujours à la page 5, puis vous pourrez compléter, comme l'atome est constitué de charges positives, qu'on va appeler comment? Comment sont appelées les charges positives? Des protons. Des protons. Et qu'un atome est neutre, il faut qu'il y ait des charges négatives. Et les charges négatives, c'est quoi? Des électrons. Fait que là, on se retrouve donc au début des années, vers 1910, avec un atome peut être divisé en protons et en électrons. Et c'est Rutherford qui a démontré que les protons sont confinés au centre de l'atome et constituent ce qu'on appelle le noyau de l'atome. Là, ben, vous avez la représentation qui est ici. Là. On peut voir que les protons vont être vraiment confinés, rassemblés au centre de l'atome et ils vont constituer ce qu'on appelle le noyau. Les électrons sont très, très, très petits par rapport au noyau et ils vont tourner autour de ce noyau-là. Et on imaginait, et à l'époque, notre référence, c'était, ben, on va imaginer que l'atome ressemble un peu à un système solaire. Puis là, ben, c'est un peu ce qu'on vous représente ici, là. C'est un peu comme si les protons, les particules positives, sont au centre, comme une espèce de soleil qui rayonne avec toutes ces charges positives, et les électrons ben, vont graviter ou vont tourner autour de ce centre, de ce noyau-là, ce soleil-là, comme les planètes tournent autour du soleil. Fait qu'on on a représenté les atomes comme une espèce de système solaire où on avait un noyau positif qui est le Soleil, puis des électrons qui occupent tout l'espace, qui peuvent circuler autour de ce noyau-là, comme les planètes autour du Soleil. Fait que voilà, c'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr. Puis là, ben, on représente un peu notre système solaire. Là. On a ça ici, le noyau qui est positif puis qui contient toute la masse. Puis les électrons qui sont très, très, très petits qui vont graviter autour, mais sur des orbites, sur des couches électroniques bien spécifiques. Fait que ça, c'est notre modèle de l'atome tel qu'on le concevait, tel qu'on le conçoit en 1910. Fait qu'on vous dit, ben, les électrons tournent sur des trajectoires bien spécifiques, fait comme s'il y avait une orbite planétaire ou une orbite de la planète qui est là. Maintenant, C'est quoi le livre? Le livre de notes de cours. Est-ce qu'il faut l'acheter? OK. Nadir, t'es arrivé en retard, toi, hein? Non, je suis arrivé en même temps que tout le monde. Ben, OK. 4 heures. Est-ce que tu as lu les consignes que j'ai mis sur Léa? Euh, Là, je veux Encore. juste. Si tu vas sur Léa. Ouais. Je
Je vais juste te sortir, puis je vais aller te montrer ça. Si tu vas sur Omnivox, si tu vas sur les arts, tu vois tous les documents qui sont là? Ouais. Pardon, tu vois pas les documents qui Oui, sont oui, là? je vois. OK. Fait que si tu vas sur Léa, si tu vas dans ton groupe, tu vas voir le document qui est là. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mon ordinateur? Oui? Est-ce que vous le voyez? Dites oui. Oui. Les notes de cours sont ici. Fait que là, ça dit notes de cours qui sont notes de cours ici. Fait que ça, c'est un document PDF dans lequel je vous ai présenté tout à l'heure le document PDF. Fait que si tu vas là, tu vas trouver ça. C'est bon? C'est bon. Tam. Fait que là, ce document-là, c'est les notes de cours. Puis là, je suis ici. Donc là, je vous ai présenté les notes de cours. Fait que tu vas là, tu as les notes de cours. Puis là, les notes de cours, ce qu'on voit présentement, c'est les pages 5 à 10. Donc là, on a notre modèle, on remplit ça. Thomson, c'est son espèce de pain au raisin. Puis Rutherford a apporté sa contribution. Les protons sont confinés dans le noyau. Puis on a ça. C'est beau? Ok, Ça c'est va? bon, je l'ai trouvé, merci. Bon, voilà. Fait que je reprends. Donc, je reprends ici à partir de la diapo actuelle. Fait que finalement, on a notre modèle de bord. Là. Fait que notre modèle de bord, c'est qu'on a au centre le Soleil qui est là, qui est le noyau, positif, positif. Puis on a les électrons qui gravitent autour. Puis les électrons sont sur des orbites, non pas des orbites planétaires de la planète, mais des orbites qu'on va appeler des couches électroniques. Puis là, ben, c'est le modèle que nous, on va garder. C'est le modèle où c'est comme s'il y avait des orbites qui étaient là. C'est bon? Fait que là, on vient de finir la page 5 et on va aller à la page 6. Fait que là, c'est bien beau notre modèle, là. Fait qu'on a un noyau positif, puis on a des électrons qui gravitent. Mais ce qu'on va s'apercevoir, c'est pourquoi des charges positives qui sont dans le noyau devraient se repousser. Il y a une force électrique qui est de répulsion entre les protons et il devrait donc avoir une répulsion. Qu'est-ce qui fait que le noyau, avec les charges positives, et que les protons peuvent rester ensemble, confinés dans un espace aussi petit? C'est parce qu'il manque une troisième particule, et la particule qui manque, ce sont les neutrons. Les neutrons ont été découverts juste en 1932. Fait que ça faisait 20 ans qu'on se disait, voyons, comment se fait que le noyau peut contenir des charges positives qui devraient se repousser? Et c'est les neutrons qui est une charge qui n'a pas de charge, qui fait en sorte que les protons peuvent rester confinés dans le noyau. Euh, Puis là, ben, c'est les trois charges ou c'est les trois particules qu'on va trouver dans un atome. Dans le noyau, on va trouver des neutrons et des protons. C'est ce qu'on appelle des nucléons. Le terme nucléon veut dire les particules qu'on trouve dans le noyau. Fait que le noyau va être formé de protons et de neutrons confinés au centre et qui apportent toute la masse. Et vous allez avoir les électrons, qui sont des charges négatives, qui vont graviter autour du noyau pour que l'atome soit neutre. Fait qu'ici, ce sont les trois particules élémentaires, des protons qui sont positifs, les électrons qui sont négatifs, mais il y a les neutrons qui sont au centre qu'on va retrouver dans le noyau pour s'assurer que les charges positives restent ensemble. Ici, le noyau qui contient les protons et les neutrons, c'est de la chimie nucléaire. Nous, on ne défera pas le noyau. On va essayer de comprendre combien. Notre objectif là, dans ce chapitre, dans la section 1.1, c'est de savoir combien il y a de protons, combien il y a de neutrons, combien d'électrons. Le noyau possède des protons et des neutrons, des nucléons. C'est de la chimie nucléaire. En chimie générale, nous, ce qui va nous intéresser, principalement, c'est les électrons. Quand on va faire réagir quelque chose, on va le faire par les électrons. Fait que, voilà, un atome est neutre. Fait que comme un atome est neutre, ça veut dire qu'il y aura un même nombre d'électrons que de protons. Autant de charges positives que de charges négatives. Fait que, on va compléter la page 6. Puis là, ben, vous devriez retrouver des encadrés. Donc, c'est en 32, 20 ans, après la découverte du noyau, que Chadwick, qui était un assistant de Rutherford, a démontré que le noyau était constitué à la fois de protons, charges positives,
et d'une autre sorte de particules n'ayant aucune charge qui sont les neutrons. Pour que les protons restent confinés dans le noyau, il faut que ça prenne d'autres particules qui vont, puis les neutrons vont agir comme une espèce de colle pour garder les protons ensemble. Fait que finalement, si on arrive au modèle simplifié, à notre modèle atomique simplifié, on pourra dire ce modèle est représenté par un noyau qui est situé au centre de l'atome et qui est constitué de particules qui sont appelées des nucléons. Fait au centre de l'atome, au centre, c'est le noyau. Et le noyau, on retrouve dans le noyau les nucléons. Là, si je vous demande, les nucléons, quelles sont les particules qui forment les nucléons? Les charges positives sont des protons et les charges neutres sont des neutrons. Fait que quand on parle de nucléons au centre, on aura des protons et des neutrons. Les charges négatives, c'est les électrons. Donc, les électrons sont des charges, sont les particules qui sont chargées négativement. Ils sont situés autour du noyau sur différentes orbites, sur différentes couches, ou on va appeler ça des niveaux d'énergie. Fait que voilà notre représentation de l'atome qu'on va avoir là. Au centre, il y a un noyau dans lequel on a des protons et des neutrons qu'on appelle des nucléons. Fait que ça, c'est concentré au centre et c'est retenu ensemble par une force très, très, très forte, la force nucléaire. Puis on a les électrons. Puis les électrons, ben, ils sont ici sur les différents niveaux d'énergie, les différentes orbites, les couches électroniques qu'on a là. OK? Puis là, on vous rappelle. Puis là, ben, notre objectif, ça va être de, bon, ben, pour un atome, combien il y a de protons, combien il y a de neutrons, combien il y a d'électrons. Il y a 3 particules dans un atome, protons, neutrons, électrons, et il faudra trouver combien il y a de protons, combien il y a de neutrons et combien d'électrons. La remarque, c'est, étant donné que l'atome est neutre, un atome, ce n'est pas chargé. Celui-ci doit donc contenir le même nombre de protons, de charges positives. Là, mais regardez comment on va représenter un proton. Un proton, quand on va le représenter, on va lui donner le symbole P positif là, pour dire ben, c'est une charge. Un positif pour dire ben, lui, il va contenir les charges positives du noyau. Et dans son noyau, il y aura le même nombre d'électrons, charge négative. Un électron, on va le représenter symboliquement par E pour électron et une charge négative. Fait ici, là, on va dire proton, P plus, électron, charge négative, et il y aura des neutrons qui n'ont aucune charge. Voilà les 3 particules qu'on a. Puis notre objectif, c'est que pour n'importe quel atome, d'être capable de dire combien il y a de protons, combien d'électrons et combien il y a de neutrons. OK. Je suis à la page 7 maintenant. Donc, il faut savoir, pour un atome, il y a combien de protons, neutrons, électrons. Ce qu'on va avoir besoin, c'est du numéro atomique, le numéro de l'atome. Le numéro atomique, c'est un numéro qu'on va trouver dans le tableau périodique. Et lui, il va nous indiquer le nombre de protons qui est contenu dans le noyau. Fait, okay. Le numéro atomique, c'est ce qu'on va représenter par la lettre Z. Là, pour l'instant, faites juste mettre numéro atomique A, dont le symbole est Z, correspond au nombre de protons dans le noyau des atomes de cet élément. Fait que chaque élément aura un numéro atomique qui lui correspond. Et le numéro atomique va indiquer le nombre de protons qu'il y a là-dedans. OK. Le numéro atomique, c'est vraiment une caractéristique et c'est spécifique à cet élément-là. Puis là, ben, comme on l'a vu, l'atome est neutre. Donc, quand on saura le numéro atomique qui nous donne le nombre de protons, ben, ce sera égal aussi, ou ça nous indiquera le nombre d'électrons. Fait que, pour un élément, il faut savoir, c'est quoi son numéro atomique? Le numéro atomique nous donne combien il y a de protons et aussi, parce que c'est égal, le nombre d'électrons.
Fait qu'on va regarder ça. Là, dans le tableau périodique, puis là, ben, vous avez le tableau périodique est bien important là, en chimie. Vous avez un tableau périodique à la page 23. Je suis allée chercher le tableau périodique à la page 23, mais vous avez aussi un tableau périodique à la page 117, dernière page du manuel là, des notes de cours, c'est le tableau périodique. Et là, dans un tableau périodique, si vous remarquez, le tableau périodique, on retrouve des numéros de cases. L'hydrogène ici, c'est l'atome le plus simple que l'on connaît et son numéro d'atome, son numéro atomique est de 1. Ce que ça indique, ça, c'est que tous les atomes d'hydrogène ont un numéro atomique de 1. Ça, c'est le Z. Z est égal à 1. Et ce que ça voudra dire, c'est que pour les atomes d'hydrogène, il y a un proton. Fait que le numéro de la case ou le numéro de l'atome, le numéro atomique, c'est ce qu'on appelle Z et ça indique le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Chaque atome a un numéro qui lui correspond. Et comme chaque atome a un numéro qui lui correspond, il a sa caractéristique qui est, voilà, il y a un atome, l'hydrogène, un numéro atomique de 1, Z est égal à 1, il y a un proton dans le noyau. S'il y a deux protons n'est plus l'hydrogène, il y a un numéro atomique de 2. Et quel est l'atome qui a un numéro atomique de 2? On s'en vient ici. Quel atome a une case ou avec un numéro de 2? Le numéro 2, là, le numéro atomique de 2 correspond à quel atome? L'hélium. L'hélium. Fait que s'il y a deux protons dans le noyau, il y a un numéro atomique de 2 et ça correspond à l'hélium. Fait que un numéro atomique, le numéro là, qu'on a, le tableau périodique est basé sur le numéro atomique qui nous indique combien il y a de protons dans le noyau pour cet atome-là. C'est bon? Fait que le tableau, ce qui est à la base du tableau périodique, c'est chaque case a son numéro. Ce numéro-là correspond au numéro atomique, ce qu'on représente par le Z, et ça nous dit, pour le bord, il y aurait 5 protons dans son noyau. Fait que, voilà, le numéro qu'on vous donne, numéro de l'atome, numéro de l'élément qui correspond au nombre de protons dans le noyau. Donc là, je suis toujours à la page 7 et à la page 7, vous devriez avoir l'exemple A. Et pour l'exemple A, on vous parle de l'oxygène. On va donc parler de l'oxygène. Et là, vous devriez avoir un tableau. Puis là, ben, on vous dit, OK, le numéro atomique de l'oxygène est, et on cherche son numéro atomique. Puis là, ben, on va être capable, à partir de son numéro atomique, de donner le nombre de protons et le nombre d'électrons. Ça prend un tableau périodique. Là, ce que je vous suggère, c'est comme on va travailler beaucoup avec un tableau périodique, soit que vous faites imprimer la page 117 ou vous cherchez un tableau périodique, mais d'avoir un tableau périodique pas loin, ce serait bien pratique pour le cours de chimie. Fait que ma recommandation, faites imprimer le tableau périodique à la fin du manuel. Là. Puis là, ben là, j'ai juste une petite courte version d'un tableau périodique. Puis là, ben, on va aller voir là-dedans où se trouve l'oxygène. L'oxygène se trouve juste ici. Quel est son numéro atomique à l'oxygène? Quel est son 8. numéro de case? 8. Fait que là, on repère l'oxygène. OK. L'oxygène, le numéro de la case, là, c'est ce qui est ici. Son numéro atomique, Z, est donc de 8. Parce que son numéro atomique est de 8, ça veut donc dire que, là, ça ici, le numéro de la case, là, le numéro de cet élément-là, c'est 8. Ce qui veut donc dire que numéro atomique de l'oxygène, 8. Cet atome-là, l'oxygène, possède donc quoi? 8 protons. Dans son noyau, il y aura 8 protons et il y aura aussi 8 électrons. Fait que si on voulait refaire un atome d'oxygène, il faudrait mettre 8 charges positives au centre. Son noyau serait donc formé de 8 protons qui s'empilent, puis autour, graviteraient autour 8 électrons
qui graviteraient sur des orbites. Fait que, numéro d'une case, la caractéristique de l'oxygène, c'est d'avoir 8 protons et 8 électrons qui gravitent autour. OK. Si j'ajoute un proton dans le noyau, et admettons que j'ajoute un proton dans le noyau, est-ce que c'est encore de l'oxygène? Non. Et si j'ajoute un proton dans le noyau, ça devient quoi? Ça devient un noyau de fluor. Ajouter un proton, puis c'est pas facile d'ajouter un proton, là. On est en train de jouer dans le noyau. Ce serait très difficile d'ajouter un proton, mais si vous ajoutez un proton avec la chimie nucléaire, on n'a plus de l'oxygène, on aura maintenant 9 protons. 9 protons n'est plus de l'oxygène, mais c'est un autre noyau, numéro atomique de 9, ce serait du fluor. Donc là, ici, l'exemple A, c'est de bien faire la relation entre le numéro atomique, c'est le numéro de la case, qu'on représente par ce qu'on appelle numéro atomique Z. C'est le numéro de la case, ça nous indique le nombre de particules positives qu'il y a dans le noyau et par aussi le nombre d'électrons qu'il y a là-dedans. C'est bon? Donc là, on a fait un exemple A. Et toujours à la page 7, vous devriez avoir l'exercice 1 que vous pourrez compléter par vous-même. Donc, il y a un exercice, puis là, c'est juste de voir si par vous-même, vous êtes capable de répondre à l'exercice. Donc, c'est un exercice qui se trouve à la page 7. Vous pourrez le compléter, puis vous pourrez aller vous corriger avec la réponse se trouvera à la page 38. C'est bon? OK. Là, je veux juste vérifier avec vous. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On peut prendre une pause de 10 minutes et compléter. Il nous reste peut-être pour une vingtaine de minutes par la suite ou on prend pas de pause puis on s'en va jusqu'à la fin. Je veux savoir. Attendez donc une minute. Je suis capable de faire un petit sondage. Donc, juste, je vais arrêter. Juste par les pouces en l'air et les pouces. Attends un petit peu. On va essayer quelque chose. Ah, non, je vous ai perdu. Je ne ferai pas ça. Yeah. Ah, je vous ai-tu perdu? Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne vous vois pas. Donc, je vais faire un sondage, mais on va y aller pouce en l'air. Là, vous savez que vous pouvez réagir avec les petites réactions qui sont là, là. Okay. Est-ce que vous êtes toujours en forme pour continuer ou est-ce qu'on prend une pause? Attends un petit peu. Là, j'ai des pouces, mais je vais poser. OK. Est-ce qu'on continue? Oui. Qui veut continuer? On continue? Pas de pause, puis on arrête par la suite? OK. On va continuer. Donc, est-ce que jusqu'à présent, tout va bien? OK, Rosalie, tu peux faire une petite réaction, hein, de dire oui. OK. Comment on fait pour trouver le nombre de protons dans un atome? On va aller chercher quoi? La case. On va aller voir dans sa case quel est son numéro d'atome. Et le numéro d'atome va nous donner le nombre de protons dans son noyau. Fait que c'est bon. Fait qu'on continue. On va aller voir. Je suis ici. OK, je continue de partager mon PowerPoint. Fait que là, si vous voulez voir, si vous comprenez bien cette notion-là, encore une fois, je rappelle, vous pouvez faire l'exercice 1. Les exercices, on ne les fera pas toujours ensemble. Je m'attends à ce que vous les fassiez par vous-même à la maison. Fait que vous faites l'exercice 1, travail personnel, c'est ce qu'il y aura à faire à la maison. C'est bon? Ah, je suis pris. Attendez, pourquoi je suis pris? Bon, OK. Fait que là, on est capable de savoir combien il y a de protons et combien il y a d'électrons. Ce qui nous manque, c'est les neutrons. Un noyau ne peut pas avoir juste des protons parce que ça ne se tiendrait pas. La force de répulsion est trop forte. Ça nous prendra des neutrons. Là, on va parler de la notion d'isotope. Je suis à la page 8 de votre manuel des notes de cours. Puis là, on revient avec Dalton. Tu sais, Dalton qui disait que, Dalton, au départ, là, ça a tenu un bout, là, les vérités, ça c'était vrai, mais en 1900, ça ne l'était plus. Donc, Dalton qui disait que les particules étaient indivisibles, ce n'est plus vrai, puis il les a appelées des atomes. Maintenant, on sait que ce qu'il disait, c'est que les atomes étaient identiques et qui se combinaient pour former de nouvelles substances. Donc ça, c'est la théorie
atomique de Dalton qui disait, bon, ben, les atomes sont indivisibles. On sait que ce n'est plus vrai, que les atomes sont divisibles, qu'il peut y avoir des protons, des neutrons, des électrons à l'intérieur de ceux-ci. Cependant, là, ce qu'on va voir, c'est que les atomes, les éléments, et quand on parle des éléments, c'est que les éléments du tableau périodique, que les atomes d'un même élément ne sont pas tous identiques. Et quand les atomes d'un même élément sont différents, c'est ce qu'on va appeler des isotopes. Donc, isotope, ça veut dire que les éléments, les atomes d'oxygène peuvent être différents entre eux par ceci. Là, ben, on va vous présenter comme par exemple le lithium. Et le lithium, ouais. Quel est son numéro? Là, à regarder la case bleue, là, puis regardez la case bleue qui est ici. Quel est son numéro atomique au lithium? 3. Le numéro de la case qui est ici, c'est 3. Attendez, fait donc, le numéro de la case, c'est 3. Ce qui veut donc dire que cet élément-là possède 3 protons. Donc, si on voulait faire un atome de lithium, dans le noyau, il y aura 3 protons. Et aura autour de lui 3 électrons. On verra tout à l'heure comment distribuer, mais pas tout à l'heure, mais dans une autre section, on verra comment distribuer les électrons, mais il y a 3 électrons. Cependant, le noyau, là, les protons, il faut qu'il y ait des neutrons qui soient ensemble. Ici, donc, on donne en haut le nombre de masses. C'est ce qu'on appelle le nombre de masses. Fait qu'il y a des atomes de lithium. On peut reconnaître les atomes de lithium par 3 protons, mais il y a certains noyaux qui auront 3 neutrons, d'autres noyaux qui auront 4 neutrons. Comme ici, on peut voir qu'il y a 4 neutrons. Et il va y avoir un autre atome de lithium qui a 5 neutrons. Là, on peut voir que c'est toujours des atomes de lithium parce que quand on regarde lui, il y a toujours 3 protons. S'il y a toujours 3 protons, c'est toujours du lithium. Numéro de case qui est 3, vous allez avoir 3 protons, mais les atomes du lithium ici sont différents parce que dans ce cas-ci, il y a 3 neutrons. Dans cet atome-là, il y a 4 neutrons et dans cet atome-là, il y a 5 neutrons. Fait qu'on peut voir que les noyaux sont différents. Ce qui est identique, c'est que les 3 atomes de lithium ont toujours 3 protons. Donc, parce qu'ils ont le même numéro atomique, le même nombre de protons, c'est toujours du lithium. Z, le numéro atomique, est une caractéristique d'un élément. Fait que pour le lithium, sa caractéristique, c'est d'avoir 3 protons. Mais il arrive que son noyau soit différent parce qu'il y a un nombre différent de neutrons. C'est les neutrons qui vont être différents. Là, on peut voir qu'entre ces atomes de lithium-là, ce qui est différent, c'est qu'il y a un nombre différent de neutrons. Ça, on va appeler ça des isotopes. Par définition, des isotopes, c'est les atomes d'un même élément avec un nombre différent de neutrons. Là, j'apporte une photo. On a parlé des isotopes et une personne qui a amené beaucoup, qui a contribué à la compréhension des isotopes, c'est Marie Curie. Et Marie Curie a mis entre autres en évidence des atomes différents d'uranium. Marie Curie s'est intéressée beaucoup à la radioactivité, puis aux éléments qui étaient radioactifs, qui se désintégraient. Puis elle s'est aperçue que les atomes d'uranium pouvaient être différents. On pouvait avoir des noyaux différents d'uranium. Puis là, c'est un peu ce qu'on va regarder dans l'exemple B. Mais j'ai pas mis mon numéro de page. Je sais pas à quelle page je suis, mais ça doit être à la page 8, là. On doit être à la page 8. Les atomes d'un élément ont en commun le même nombre de protons, ben même Z, même nombre de protons, mais il peut avoir un nombre différent de neutrons. Fait que les atomes d'un élément peuvent se distinguer les uns des autres. Ils ont le même nombre de protons, mais un nombre différent qui est différent de neutrons. Et ça, on va appeler qu'ils auront
nombre différent de nucléons. Fait que, si on résume, les isotopes, par définition, ils représentent les variétés d'un élément. Pour un élément, on peut avoir différents atomes. Cependant, ces atomes-là vont avoir le même nombre de protons. Dans le noyau, on aura le même Z. Ça veut dire, là, je vais écrire ça, même Z, même numéro atomique, même nombre de protons. Le noyau, il faut qu'il y ait le même nombre de charges positives. Mais ils auront un nombre différent de neutrons. Le noyau va être différent parce que dans un noyau, il peut y avoir plus ou moins de neutrons, de nucléons. OK. Donc là, je suis probablement à la page 8, je n'ai pas noté le numéro de page, mais on va regarder l'exemple B. Et dans l'exemple B, c'est l'exemple où on va parler de deux isotopes de l'uranium. OK? Donc là, OK. Puis là, quand on va parler de l'isotope, ce qui va nous intéresser, c'est de voir il y a combien de nucléons. Et quand on décrit un isotope, pour l'isotope de l'uranium, on va parler de l'uranium 235 et l'isotope 238. Et ça, là, ça va être juste dire le noyau, ce qu'on trouve dans le noyau, le nombre de nucléons qu'on trouve. Donc là, on va regarder l'exemple. Je l'ai ma page qui est ici. Exemple B. Dans l'exemple B, on vous dit les atomes de l'uranium possèdent 92 protons. Ça, c'est la caractéristique de l'uranium. Hein? Z est égal à 92. Si on regarde l'uranium dans sa case, c'est la case 92. S'il y a 92 protons dans le noyau, c'est de l'uranium. Fait qu'on dit, ben, la caractéristique de l'uranium, c'est son numéro atomique 92 et ça indique qu'il y a donc 92 protons. Mais il y a certains atomes d'uranium qui possèdent 143 neutrons, tandis que d'autres en posséderont 146. Fait que si on voulait reconstituer un noyau d'uranium, là, ben, vous avez dans la représentation ici le noyau d'uranium. Ce qu'on a, c'est pour un certain noyau, si je regarde le noyau qui est à gauche, là, il y a 92 protons. Ça, c'est de l'uranium. 92 protons veut dire que c'est de l'uranium. Mais il y aura des noyaux qui aura 143 neutrons. L'autre atome d'uranium qui va être différent, pour que ce soit de l'uranium, il faut toujours qu'il y ait 92 protons. Mais ce noyau-là va avoir 146 neutrons. Puis c'est les travaux de Marie Curie qui ont démontré ça, qu'il y avait deux uraniums différents. Ils étaient identiques parce que le noyau avait 92 charges positives, mais il y en avait un qui, pour maintenir ces 92 charges positives-là, possédait 143 neutrons, tandis que l'autre possédait 146 neutrons. Fait que deux atomes d'uranium, mais des isotopes différents. Quand on va calculer le nombre de masses, et le nombre de masses, ça indique le nombre de nucléons. Il y a combien de particules dans le noyau? Et si on fait la somme des 92 protons avec des 143 neutrons, dans le noyau, il y a 92 protons, puis il y a 143 neutrons. Si on fait la somme des deux, on va retrouver au centre 235 particules, 235 nucléons. On va dire, ben c'est de l'uranium 235. Quand on dit de l'uranium 235, là, ça veut dire, c'est un uranium avec dans le noyau 235 particules. C'est beau? Pour l'autre, ben, c'est de l'uranium 238. Si on fait la somme de 92 protons plus 146 neutrons qui ne sont pas chargés, ben, au total, on va trouver 238 nucléons. Fait que ce noyau-là contient 238 particules. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Là. Fait on aura l'isotope 235. Isotope 235 veut dire un noyau qui a 235 particules.
un noyau d'uranium. Et noyau d'uranium veut dire, oups, 92 protons avec 235 particules qu'il y a à l'intérieur. Fait que ce sont les deux isotopes qu'on connaît de l'uranium. Fait que là, on a fait notre noyau d'uranium. On a trouvé de quoi était fait le noyau. Ce qui nous reste à faire, c'est, ouais, ben on pourrait peut-être trouver quel serait le nombre d'électrons qui graviteraient autour de ces noyaux-là. Quel sera le nombre d'électrons de charge négative? 92. 92. Donc, pour qu'un atome soit neutre, il faut que le nombre de charges positives et de charges négatives soit égal. Fait un atome d'uranium contient 92 protons et 92 électrons. Ce qui peut distinguer deux atomes d'uranium différents, c'est que le noyau, dans un cas, les 92 charges positives sont retenues par 143 neutrons. Fait qu'il y a une espèce de colle de 143 neutrons qui les maintient ensemble. Puis dans un autre atome d'uranium, toujours 92 protons, il faut que ce soit de l'uranium. Et il y aura 146 neutrons qui vont les garder ensemble. C'est beau? Fait que voilà, dans l'exemple B, deux atomes différents pour l'uranium, deux isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238. Là, donc, on vous dit, tous les atomes d'uranium ne sont pas équivalents, ne sont pas créés égales. Fait que souvent, on va dire juste l'uranium 235 ou l'uranium 238 parce qu'on sait que l'uranium, par défaut, ben, il y a 92 protons. Fait que j'ai pas besoin de l'indiquer. Là, je sais que l'uranium a 92 protons. Puis ce qui va nous intéresser, c'est juste le nombre de masses ou le nombre de particules dans son noyau, comment les noyaux sont différents. L'uranium, les deux isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238, ne sont pas équivalents. L'uranium 238, c'est celui qui est le plus abondant. On en trouve 99 d'atomes d'uranium qui sont de l'uranium 238. Puis il y en a une petite quantité qui sont de l'uranium 235. Mais c'est quand même deux isotopes différents de l'uranium. Bon, les deux isotopes de l'uranium auront des propriétés nucléaires différentes. Le noyau étant différent, ils auront des propriétés nucléaires différentes. L'uranium 235 est plus radioactif ou permet des réactions nucléaires un peu différentes. Mais l'idée ici, c'est juste de dire que tous les atomes, tous les éléments ont des isotopes différents, puis on les décrit de cette façon-là. C'est bon? Fait que voilà la remarque. Le nombre de nucléons d'un isotope, c'est ce qu'on va appeler, puis là, ben, le nombre de masses. Là, je vais vous donner, on va appeler ça A, ici. Le nombre de masses d'un isotope est une caractéristique de cet isotope-là. Quand on va parler de l'uranium 235, ça dit, oups, c'est l'uranium qui a 235 nucléons. Et l'uranium 238, c'est l'isotope avec 238 nucléons dans son noyau. Fait que le nombre de masses ou le nombre de nucléons est une caractéristique de l'isotope. Puis souvent, on va distinguer un isotope par ce nombre de masses-là. Bon, là, c'est peut-être un peu abstrait, mais on va y arriver. Quand on veut connaître totalement et complètement les caractéristiques d'un atome, ça ici, on va numéroter un atome de cette façon-là. Ça ici, c'est le symbole de l'atome. X représente le symbole. En indice en bas à gauche, on va donner son numéro atomique. Le numéro atomique, c'est le numéro de la case. Okay? C'est le numéro de la case qu'on a. Et un symbole est relié à un numéro atomique. Puis même parfois, si je vous donne juste le symbole, vous êtes capable de déduire c'est quoi son numéro atomique. Là, je vais vous donner un symbole, l'uranium. Quel est le numéro atomique de l'uranium? Là, normalement, on devrait aller dans le tableau périodique, aller chercher la case dans laquelle se trouve l'uranium. Mais comme on vient le faire, quel est le numéro atomique de l'uranium? Oups, 92. Si vous allez dans le tableau périodique, l'uranium, la case fait partie de la case 92.
Le symbole et le numéro atomique sont reliés l'un avec l'autre. Il y a l'uranium a 92 protons. 92 protons, ça veut dire l'uranium. La case 92, elle est réservée à l'uranium. Fait que quand on veut représenter un atome, on donne son symbole et par défaut, dans le tableau périodique, on connaîtra son numéro de case. Ce qui va être différent, c'est son numéro, son nombre de masse. Et si je vous parle de l'uranium 235, c'est le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau. Ça ici, là, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse qu'on va représenter par la lettre A. Donc, A représente un nombre de masse, c'est un nombre entier positif et ça nous donne le nombre de nucléons. Ça représente les nucléons et c'est ce que ça va donner là-dedans. C'est beau? Fait quand on va représenter un élément pour savoir toute la composition de cet atome-là, on vous donne le symbole. Du symbole, le symbole, on peut aller chercher son nombre de son numéro atomique, le numéro de sa case. Ça indiquera le nombre de protons dans le noyau, le nombre d'électrons qui gravitent autour pour que l'atome soit neutre, et on pourra aller reconstituer le noyau à partir de son nombre de masse qui est indiqué en haut à gauche comme indice qui est ici. Fait ce qu'on vous dit, puis on va compléter, là, ce qu'on vous dit, c'est en haut à gauche du symbole, on trouve le... OK. Donc, OK. Le symbole, ce qu'on vous dit, bon, ben, un symbole, la première lettre est toujours majuscule. Donc, on a toujours une première lettre qui est majuscule. Comme par exemple, si je voulais vous donner le symbole du sodium, la première lettre est majuscule et la deuxième sera minuscule. Un symbole peut être formé de 1 à 3 lettres. C'est assez rare. 3 lettres, là, c'est dans les derniers éléments. Mais sinon, un symbole est formé de 2 lettres, 1 ou 2 lettres. La première est toujours majuscule, la deuxième est minuscule. Le symbole d'un élément. En haut à gauche, le A ici représente le nombre de masse. Le nombre de masse, pourquoi on appelle ça le nombre de masse? Parce que c'est les protons et les neutrons qui sont très lourds dans le noyau. Le noyau est très lourd, il contient les particules lourdes, protons et neutrons, donc le noyau apporte toute la masse. En bas à gauche, ça va représenter le numéro atomique, donc la caractéristique de l'élément. C'est beau? Est-ce que ça va pour ça? À partir du symbole, du numéro atomique et du nombre de masse, on va être capable de donner toutes les particules qu'on trouve dans un atome. Fait que je suis à la page 9 de votre manuel. On va regarder l'exemple C. On vient encore avec l'oxygène. On vous dit, quel est le symbole de l'isotope 17 de l'oxygène? Fait que là, on vous dit, oups, c'est un atome d'oxygène, mais on vous parle de l'isotope 17 de l'oxygène. OK. Fait que là, on va aller chercher l'oxygène. Quel est le symbole de l'oxygène? On s'en vient ici. L'oxygène, ben, on vient souvent, le symbole, c'est O. Voilà son symbole. 17. 17, c'est son nombre de masse. 17 veut dire, l'oxygène a 17 particules dans son noyau. Quand on vous donne un isotope, là, ça veut dire, c'est l'oxygène qui contiendra 17 particules. Quel est son numéro atomique à l'oxygène? 8. Fait que si on voulait représenter le symbole de l'oxygène 17, on devrait représenter l'oxygène qui a un numéro de case ou un numéro atomique de 8 et qui possède 17 particules dans son noyau. Si on voulait reconstituer cet atome-là, si on voulait faire, il y aurait combien de protons dans le noyau? 8 protons. Il y aurait combien de neutrons dans le noyau? Pour cette 9. Il y aurait 9 9 neutrons dans le noyau. Fait que ce noyau-là serait formé de 17 particules. Les nucléons qui sont présents, 8 protons, 9 neutrons. Et qu'est-ce qui gravite autour? Ben, autour, on aurait 8 électrons. Fait que l'isotope
17 de l'oxygène serait formé comme ceci. Symboliquement, comment on va le représenter? On va mettre oxygène, symbole, numéro atomique en bas à gauche, nombre de nucléons en haut à droite, donc la caractéristique de l'isotope, et c'est ce que ça va donner. Parfois, on va vous le présenter juste comme ceci. J'ai mis en bas comment on pourrait le présenter. On va mettre juste au 17. Pourquoi on ne va pas mettre le 8? Parce qu'il est sous-entendu. On sait que l'oxygène, la caractéristique de l'oxygène, son numéro de case, c'est 8. Fait que le 8 est sous-entendu. Le 8 va avec l'oxygène. Voilà pourquoi souvent on ne va pas le mettre. Quand on va parler de l'uranium 235, on va juste dire l'uranium 235. On met juste le numéro le nombre de masse en haut. On sait que l'uranium, c'est 92, fait que voilà ce qu'on va donner. C'est beau? OK. Maintenant, pour les atomes, est-ce que vous êtes capable, puis notre objectif, c'était est-ce que vous êtes capable de donner le numéro atomique d'un atome, son nombre de masse, son nombre d'électrons? Vous êtes maintenant capable, et comme travail personnel, de faire les exercices 2 à 5 qu'on trouve à la page 10 et les réponses se trouveront à la page 8. Donc, notre objectif, c'était de faire les sections 1.1, 1.2, 1.3. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous savez c'est quoi un numéro atomique? Oui, non? Oui? Nombre de masse? Nombre d'électrons. On va juste regarder, puis on va juste regarder ensemble, puis on va finir avec ça. Les exercices 2 et 3. Si on vous regarde, si on vous dit l'exercice 2, puis je fais la page 10 de votre manuel, on vous donne un isotope. On vous donne le silicium 29. Je n'étais pas obligée. Là, on vous a donné le symbolisme au complet. J'aurais pu vous mettre juste SI 29. Et si on va dans le tableau périodique, on va trouver que le silicium a comme numéro de case, comme numéro atomique 14. Mais là, on vous a donné tout ça au complet. Si on vous donne tout ça au complet et on va répondre aux questions. Ah, quel est le numéro atomique du silicium? C'est quoi son numéro atomique? Je veux une réponse. Hey, numéro atomique, numéro de l'atome. 14. 29. Attendez, 14 ou 29? 29. Numéro atomique, le numéro de l'atome. Le numéro 14. atomique, c'est Z. C'est quand on va dans le tableau périodique. Numéro atomique, c'est le numéro de la case. Son numéro atomique, Z est égal à 14. Le silicium, son numéro d'atome est de 14. 29, c'est le numéro de l'isotope. C'est son nombre de masse. Nombre de masse, c'est A. Donc, ça ici, c'est A. A, c'est le nombre de masse. C'est le nombre de particules qui se trouvent dans le noyau puis qui contribuent à toute la masse. Numéro atomique, 14. Nombre de masse va être de 29. Donc, et le nombre de masse, c'est un nombre de particules. C'est toujours un nombre entier positif qui dit combien il y a de particules dans ce noyau-là. Fait que, apprenez bien que numéro atomique, c'est le numéro de l'atome, c'est sa caractéristique au silicium, c'est le nombre de protons. Et le nombre de masse, c'est le noyau, il est lourd comment? Combien il y a de particules au total dans le noyau? Fait, numéro atomique 14, nombre de masse 29. Maintenant, si on vous demande combien y a-t-il de nucléons dans ce noyau-là au total? 29. 29. Combien y a-t-il de neutrons? 15. 15. Donc, dans le noyau, j'ai 14 protons, j'ai 15 neutrons pour un total de 29. C'est le silicium, là, avec 29 particules. Son nombre de masse est 29. 29 nucléons, 14 sont des protons, 15 sont des neutrons. Okay? Fait que le numéro atomique, 14, ce qui nous indique le numéro atomique. Z nous indique quoi? Va nous indiquer le nombre de protons et le nombre d'électrons. Donc, caractéristique des atomes de silicium, c'est d'avoir 14 protons dans son noyau. Puis, si l'atome est neutre, il y aura 14 électrons.
Z est égal au nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Nombre de masse, le nombre de masse, ben, c'est le nombre de particules qu'il y a dans le noyau. Fait que, OK, combien y a-t-il de neutrons? 15 neutrons. Combien y aura-t-il de protons? 14 protons. Je vais mettre 15 neutrons, 14 protons. Et combien y aura-t-il d'électrons? 14. Fait que, le numéro atomique Z, caractéristique d'un élément, il va nous donner le nombre de protons qui, lui, va nous donner le nombre d'électrons. Fait que, numéro atomique, caractéristique d'un élément. Nombre de masse qui est ici, caractéristique d'un isotope. C'est beau? Est-ce que ça va pour ça? Donc là, c'est des exercices que vous êtes capable de faire. Là, vous allez voir que les exercices, et on fera le dernier exercice, l'exercice 3 qui est ensemble, il y a un degré de difficulté qui augmente dans les exercices. C'est beau? On va faire l'exercice 3. Sachant que l'isotope 56 d'un élément X, j'ai un élément X, et l'isotope 56. Ça ici, le 56, correspond à quoi si on vous dit l'isotope 56? Ça correspond à Z ou à A? A. C'est l'isotope 56. Fait que là, j'ai un symbole X que je ne sais pas c'est qui, mais je sais qu'il y a dans ce noyau-là 56 particules. Si on vous parle de cet isotope-là, il y a 56 particules. Il possède 30 neutrons. Fait que cet isotope-là possède dans son noyau 30 neutrons. Okay. Combien l'isotope 58 de cet élément-là? Ah, c'est un élément qui a donc deux atomes différents et deux isotopes différents. Un des isotopes est 56, X56, et l'autre isotope est 58. Fait que là, ben, on peut voir que c'est deux isotopes, deux atomes d'un même élément, mais qui sont des isotopes différents. Puis là, on vous parle de l'isotope 58. Fait que c'est de 58 qu'on va vouloir savoir. OK. Fait que là, l'isotope 58, il y aura combien de protons, l'isotope 58? Combien de neutrons? Et quel sera son symbole? Okay. Comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher le nombre de protons de cet isotope-là? 56 moins 30. OK, je pars avec lui, je connais lui. Il y a 56 nucléons. Fait que si j'ai 56 nucléons et que j'ai 30 neutrons, combien y a-t-il de protons? 26 protons. Donc, la somme ici du noyau va nous donner 56 particules au total. Ce qui veut donc dire que son numéro atomique, c'est quoi? C'est 26. Là, ici, on vous parle de l'isotope 56. 56 nucléons dans le noyau. Il y a 30 neutrons, 26 sont des protons. Z est égal à 26. Est-ce que tout le monde voit comment je suis arrivée à ça? Okay. Donc, son numéro atomique est 26. Si son numéro atomique est 26, l'autre isotope qui est à côté, quel sera son numéro atomique? 26. 26. Pour que ce soit des isotopes d'un même élément, il faut qu'il y ait le même Z, là. C'est le même élément. 26 protons. Donc, j'ai 26 protons. 26 protons, c'est les isotopes d'un même élément. On parle de cet élément-là. Cependant, dans cet isotope-là, il y aura combien de... Il y a toujours 26 protons. On parle des isotopes d'un même élément. Pour lui, il y aura combien de neutrons? 32. 32 neutrons. Donc, on peut voir que c'est des isotopes d'un même élément, même Z, mais un A différent. Ici, ça c'est égal. J'ai 26 protons, mais c'est les neutrons qui sont différents. Si Z est égal à 26, donc il y a combien de protons? 26 protons. Quel sera le symbole de cet élément-là? Z est égal à 26, c'est quel symbole? Là, ça nous prend un tableau périodique. Je reviens. Ça nous prend le tableau périodique. Je m'en vais dans le tableau périodique. Je vais aller voir, c'est quoi mon Z? Z est égal à 26. Qui appartient à la 26e case? Qui a un Z qui est égal à 26? C'est le fer.
Fait que je connais son symbole. Le symbole, c'est le fer. Tantôt pour, je fais juste, tantôt pour l'exercice 2, on parlait du silicium avec un Z est égal à 14. Là, ici, on dit Z est égal à 26, nombre de protons, caractéristique d'un élément, numéro atomique, numéro de l'atome nous donne le nombre de protons. Fait que je reviens. Quel est le symbole? Z est égal à 26. Le symbole, c'est le fer. Remarque, c'est un symbole à deux, euh, avec deux lettres. La première est majuscule, la deuxième est minuscule. Fait que là, on a un Z qui est égal à 26, ce qui va donner le fer. Et là, ben, on parle de l'isotope 58. Donc, l'isotope 58, il y a combien de protons? 26 protons. Quel est le symbole de cet élément-là? C'est du fer. Et pour l'isotope 58, combien a-t-il de neutrons? 58 moins 26. Donc, ça, c'est il y a 58 nucléons au centre. 26 sont des protons. Il reste donc 32 neutrons. Il y aura 32 neutrons pour ceci. C'est beau? Est-ce que ça va pour ça? Pouce en l'air? J'ai une question. Oui. Oui, c'est quoi ta question? J'écoute. Dans l'examen, est-ce qu'on est obligé de faire la démarche? Non. Ok. Non. Là, moi, je la fais pour que vous me suiviez. Je veux juste que vous me suiviez. Mais voilà. C'est bon pour ça? Oui, merci. OK. Fait que là, vous allez être capable de faire les examens. Là, on a fait on a fait l'exercice 2, l'exercice 3. Il vous restera l'exercice 4, l'exercice 5 à faire. C'est ce que vous trouvez à la page 10 et vous pourrez regarder les réponses à la page 38. C'est bon? On a fait, j'arrête ici. On a fait notre objectif pour aujourd'hui. Je vais juste, c'est quoi notre objectif pour aujourd'hui? Hey, je m'en vais là, c'est ici. Donc, un petit peu. Cette semaine, on avait donc, notre objectif, c'était de voir le modèle de l'atome simplifié, le numéro atomique. C'est quoi le numéro atomique déjà? Ah, c'est Z. Ah non, je sais pas ce que j'ai fait. C'est Z. Puis là, ici, les isotopes. C'est quoi les isotopes? Ah, c'est un A qui est différent. D'être capable de décrire le modèle atomique, les différentes caractéristiques d'un élément, numéro atomique qui est Z. Les isotopes, c'est le nombre de masses et tout. Fait que voilà, on est capable de faire ça et on a fait notre objectif de cette semaine. La semaine prochaine, ça va être le concept de mol qui est bien important. Fait que là, je vais juste... Hey, là, aujourd'hui, je vous remettrai, je déposerai sur les... Est-ce que vous voyez une programmation qui est écrite programmation automne 2020? Faites des pouces en l'air si vous le voyez. Est-ce que vous voyez une programmation automne 2020? Puis là, si vous voulez réagir, je ne vois pas de pouce. Est-ce que vous voyez ma programmation? Vous ne voyez pas ma programmation? OK. Ah, c'est bon. Ben, donc, là, OK. Je partage à nouveau mon écran. Je mettrai et je déposerai sur Léa. C'est ça. Puis là, vous devriez. Okay. Est-ce que vous voyez ma programmation maintenant? C'est bon, merci. Je vais déposer ça sur Léa. Donc, je vais mettre une programmation sur ce qu'on va voir au fur et à mesure de la session. Elle n'est pas complétée, elle reste à compléter. Si on regarde cette semaine-là, on était dans la semaine du 5 octobre. Lundi, vous aviez congé de bio. On commençait aujourd'hui, fait qu'on a fait le plan de cours, puis on a fait ça, puis on s'est vu en Zoom. Là, je sais que d'habitude, vous voyez votre prof de bio le lundi en Zoom. Fait que lundi prochain, lundi, la prochaine fois qu'on devrait se voir, c'est lundi prochain. Lundi, c'est congé, c'est l'Action de grâce. Fait que là, on a une grande fin de semaine de 3 jours qui s'en vient. Lundi, c'est congé, mais mardi, le 13 octobre, sera un lundi. Fait qu'on va se voir mardi, qui est un lundi. Il y aura donc, on va faire la section 1.4, qui est une section bien importante. Fait qu'on va se voir lundi en Zoom. Je sais que vous aviez l'habitude de faire des Zooms le lundi plutôt que le mercredi. Je pense qu'on va remettre ça le lundi. Moi, mon horaire, là, le mercredi, là, je suis à ma 6e heure de Zoom. Je suis fatiguée. Mais le lundi, j'aurai comme 3 heures de Zoom collées.
c'est difficile, en tout cas. Mais là, je vais mettre l'horaire un peu comme ça. Fait que parfois, il y aura des Zooms où on va se voir, puis je vais vous avertir d'avance par des directives que ben, cette semaine, voilà ce qu'on va faire. Fait que là, ça va être un Zoom, puis probablement que mercredi prochain, ce sera des cours qu'on appelle en asynchrone. Fait que je vais vous déposer ça, là. Mais la prochaine fois qu'on se voit, c'est lundi. Lundi prochain, je dis lundi, là, mais lundi qui est un mardi. Euh, lundi qui est mardi, on va se voir à 1 heure, comme un lundi d'habitude, puis on va se faire 1 heure de Zoom, section 1.4, qui est une section du nombre de mots. C'est beau? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? J'arrête ça. Donc, je vais déposer ça, je vais compléter ça, je vais déposer ça, puis vous allez être capable de voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ceci. C'est beau? Fait que là, est-ce que ça a bien été pour... Là, mais vous êtes capable de réagir, je vais vous voir. Est-ce que ça a bien été pour aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Fait que là, on a fait la section 1.1, 1.2, 1.3, les pages 5 à 10 dans votre manuel. Vous avez des exercices à faire par vous-même. Là, ben, il ne reste plus beaucoup d'exercices à faire. L'exercice 1, qui se trouve à je ne sais pas quelle page, puis l'exercice 4 et 5, que vous êtes capable de faire ensemble. C'est beau? Fait que sur ce, je vous dis bonne fin de journée. On se revoit. On aura un Zoom ensemble mardi, qui est un lundi. Donc,